Bonjour et bienvenue dans ce deuxième webinaire consacré à l'économie circulaire dans la construction. Dans ce séminaire, nous allons nous pencher sur les aspects de conception et de construction circulaire. Je m'appelle Morgane de Hirt et je travaille dans le laboratoire Solutions durables et circulaires du CSTC. Ce séminaire est le deuxième d'une série en 4 parties qui traite des différents aspects de l'économie circulaire dans la construction. Rappelons qu'un premier axe pour tendre vers un secteur de la construction plus circulaire est de penser dès la conception à la finalité des bâtiments. Ce séminaire se présente sous la forme d'un plan par étapes, illustré par quelques exemples, permettant de vous aider à faire les bons choix en vue de la réalisation d'un bâtiment adaptable et ayant un faible impact environnemental. La première étape est de définir une stratégie, des ambitions et une vision à long terme dès le démarrage du projet. Le premier choix qui peut se présenter est celui de choisir entre rénovation et nouvelle construction. Si l'on souhaite économiser des matières premières, il est préférable d'opter pour une réutilisation du bâtiment, accompagnée ou non d'une rénovation plus ou moins importante. Dans le cadre d'une nouvelle construction, le choix de l'emplacement de ce nouveau bâtiment pèsera également dans la balance. Un bâtiment mal implanté dans son environnement courra le risque d'être de moins en moins, voire plus du tout utilisé, et perdra rapidement de la valeur. Que le projet soit une rénovation ou une nouvelle construction, il faut bien garder en tête qu'un bâtiment n'est pas une entité statique, mais un environnement dynamique qui continuera à évoluer en fonction des besoins des utilisateurs ou des évolutions des techniques. On voit par exemple à Bruxelles une certaine tendance à transformer des immeubles de bureaux en logements car ils ne sont plus assez utilisés alors que la demande pour des lieux d'habitation ne cesse d'augmenter dans la capitale. Par conséquent, si on veut construire circulaire, il faut non seulement satisfaire aux besoins actuels des utilisateurs, mais aussi penser à une stratégie à long terme en tenant compte des différentes évolutions possibles. On appelle ça également le design for change. Enfin, la fin de vie du bâtiment doit également être étudiée dès sa conception, afin d'assurer que les matériaux et les différents éléments puissent être réutilisés ou recyclés. On appelle cela le design for deconstruction. Un premier exemple qu'on peut citer est le projet ZIN à Bruxelles. Pour le réaménagement des tours WTC au quartier nord, le choix a été fait de conserver la structure en béton des 2 tours et de réutiliser et de recycler autant que possible les flux de déchets. Le schéma en bas à gauche permet de voir l'évolution prévue du bâtiment, qui est reconstruit autour de la structure conservée. Lors de la conception, la décision de directement inclure de possibles scénarios futurs a été prise. 3 affectations ont été prévues. Des bureaux en zone rose, des appartements en zone bleue et un hôtel en zone verte. Le bâtiment pourra ainsi être adapté lorsque les besoins en espace de bureaux seront plus ou moins importants. Une attention a également été portée à la réversibilité des différents matériaux utilisés, au design for deconstruction. Ensuite, lorsqu'on transpose une stratégie à long terme en plan concret, il faut arriver à concilier les ambitions en termes de circularité et d'impact environnemental avec les exigences techniques. Il est donc souvent nécessaire de trouver un compromis entre les aspects qui offrent une valeur ajoutée au projet et ceux qui ont un impact sur l'exécution, les coûts et éventuellement sur les performances techniques. En premier lieu, le plan et le dimensionnement du bâtiment doivent être adaptés à la stratégie à long terme pour permettre d'envisager différents scénarios d'utilisation. Penser à la structure portante, en privilégiant de grandes portées, permet de mieux moduler la répartition des espaces intérieurs. Et éventuellement, on peut également la surdimensionner pour permettre l'ajout d'autres charges ultérieurement, comme l'ajout d'étages supplémentaires ou des changements d'affectation. Les étages disposant d'une hauteur libre suffisante permettent, eux, d'adapter le bâtiment à d'autres fonctionnalités et de fournir aux installations techniques l'espace nécessaire dans le sol ou le plafond. Il faut quand même mettre ce genre de choix en perspective et ne pas oublier que l'avantage d'un tel dimensionnement doit être estimé en fonction du surcoût éventuel et de l'impact environnemental potentiel de certains matériaux. Comme les éléments de construction ont généralement des durées de vie différentes, certains vont être adaptés ou remplacés durant la phase d'utilisation. Afin de faciliter ces modifications, il est préférable de construire le bâtiment en plusieurs couches indépendantes. On choisira par exemple de différencier la structure portante, les installations techniques, la façade, la toiture, les finitions et l'aménagement intérieur. Une deuxième étape consiste à choisir les matériaux, les produits et les solutions techniques. Il est possible de viser la circularité et un faible impact environnemental à cette étape-ci également, en optant par exemple pour des matériaux démontables et réutilisables, des matériaux donc robustes ou résistants à l'usure, des matériaux recyclables en évitant des composites complexes et des substances nocives.
des matériaux naturels qui sont compostables ou biodégradables, et des matériaux déjà présents dans le cycle d'utilisation, des matériaux recyclés ou provenant d'autres secteurs. Notons néanmoins que l'impact environnemental des matériaux ou des solutions circulaires n'est pas nécessairement moindre. Il se peut que leur production demande plus d'énergie, que leur transport s'avère plus long ou que leur fréquence de remplacement soit plus élevée. Il faut donc se montrer prudent avec ces choix également. Ensuite, si on vise l'adaptabilité et le réemploi des éléments et des matériaux de construction, il importe de miser sur la modularité, c'est-à-dire des dimensions standards qui permettent plus facilement d'adapter et de remplacer les éléments, la compatibilité entre les matériaux, mais également les fixations réversibles ou détachables en privilégiant au maximum des fixations mécaniques, par vis, clous, etc., à l'utilisation de colle ou de mastic. Un deuxième exemple qu'on peut citer est le bâtiment Van den Moortele, qui a été conçu comme un dépôt de matériaux. Tous les composants sont connectés les uns aux autres de manière sèche, ce qui permet au bâtiment d'être totalement démontable. La structure portante, un squelette en acier, et les composants architecturaux associés, tels que le mur rideau, les éléments de façade, le sol surélevé, les cloisons intérieures et les installations techniques, ont été complètement séparés les uns des autres et ont été construits de manière totalement modulaire. Par conséquent, tous les éléments peuvent être réutilisés sans perte de valeur après leur démontage. La grande modularité se complète par une standardisation des profils et des ouvertures. La dernière étape est celle de la mise en œuvre, qui est d'ailleurs la tâche principale de l'entrepreneur, qui consiste à réaliser sur site ce qui a été conçu sur plan. Les choix qui ont été décrits avant ayant un impact sur son rôle et ses activités, il est important pour obtenir un résultat optimal que l'entrepreneur collabore efficacement avec l'auteur de projet. Les solutions imaginées lors de la conception doivent être transposables dans la pratique. Malgré tout, on constate dans la pratique que certaines solutions proposées sont encore inexistantes ou qu'elles exigent un travail excessif. Ainsi, pour des grands bâtiments, par exemple, il peut s'avérer difficile de trouver des briques de réemploi provenant d'un seul et même lot ou du béton recyclé disposant de certifications techniques nécessaires. En conséquence de cela, la mise en œuvre nécessitera davantage de préparation, car il faudra par exemple obtenir de bonnes informations, coordonner les travaux de différentes parties, concevoir des détails qui sont non seulement réalisables, mais également suffisamment performants, par exemple en assurant l'étanchéité à l'eau ou à l'air. Certaines solutions circulaires offrent néanmoins des avantages par rapport au système traditionnel. On peut notamment citer la rapidité de mise en œuvre, grâce à la pose de parois démontables, ou la possibilité de travailler par temps très froid ou très chaud, grâce au montage de briques sans mortier. Qu'ils soient anciens ou nouveaux, les produits de construction sont susceptibles de présenter des défis techniques. La plupart des solutions innovantes ne disposent pas d'un retour d'expérience suffisant ou ne s'inscrivent pas toujours dans le cadre normatif existant. Ça ne signifie pas qu'elles ne soient pas applicables, mais bien que leur mise en œuvre nécessitera une certaine réflexion et qu'on devra par exemple consacrer suffisamment de temps et de ressources à la collecte d'informations techniques nécessaires quant aux performances des produits. Si on ne peut garantir au préalable les performances des solutions qui n'ont pas encore été validées, il est toujours possible de les suivre de près grâce aux technologies modernes, grâce aux capteurs et au monitoring qui peut être fait grâce à eux par exemple. Conviendra cependant de bien définir les responsabilités des différentes parties concernées et la manière de traiter les problèmes éventuels. La réalisation de bâtiments circulaires et durables peut entraîner un certain surcoût, d'autant plus lorsque les solutions sont encore en phase expérimentale ou lorsque le concept de circularité n'a pas été pris en compte dès la conception. Plusieurs pistes existent néanmoins pour compenser ce surcoût. Une autre forme d'appel d'offres qui ne tient pas seulement compte du prix le plus bas, mais aussi des coûts liés au cycle de vie ou des avantages environnementaux peut être une solution. Une autre forme de financement, une formule de leasing ou de location par exemple, pourrait également aider à étaler dans le temps les coûts d'investissement initiaux. Lors de la rénovation de l'Institut botanique de l'Université de Liège, il a été décidé d'utiliser différents éléments issus du secteur du réemploi, et ce notamment pour la façade. Cette décision sur le choix des matériaux a entraîné différentes conséquences sur les processus de conception et de construction. La première est l'inversion du processus de conception. Dans un projet comme celui-ci, les architectes sont partis de la matérialité avant de procéder à l'élaboration d'une proposition architecturale. Le manque de maîtrise de celle-ci, notamment dû aux différentes tailles des éléments de réemploi qui pourront être utilisés, ont également obligé à penser directement le projet en termes d'exécution et de flexibilité sur site.
Ensuite, on peut citer l'ajustement des spécifications. Déjà, car il fallait trouver un moyen de décrire un matériau dont les dimensions exactes ne seraient connues qu'à leur arrivée sur site. L'enjeu était de trouver le juste équilibre entre, d'une part, établir une description claire des caractéristiques des matériaux recherchés, comme la couleur ou les dimensions, et d'autre part, laisser des marges nécessaires à l'entrepreneur pour trouver un matériau adapté sur le marché. Ces différents éléments ont entraîné une grande implication technique dans le projet des architectes qui ont dû notamment produire de nombreux détails techniques et faire de multiples visites sur site. Cette préparation minutieuse était essentielle pour assurer la faisabilité technique du projet et éviter les mauvaises surprises sur chantier. Elle a également permis de travailler et de se coordonner plus aisément avec l'entrepreneur. Pour concrétiser ce projet, différentes modifications ont dû être opérées par rapport au mode de déroulement habituel d'un projet de construction. La gestion de la planification et l'exécution, qui a dû être plus flexible pour assurer l'approvisionnement conséquent de matériaux de réemploi provenant de lots différents. Le manque de standardisation également. L'absence de normes et de documentation technique sur les matériaux de réemploi peuvent parfois rendre difficile leur application. Ici, les connaissances de l'entrepreneur et de l'architecte ont été nécessaires au bon fonctionnement du projet. Un dialogue ouvert entre toutes les parties s'est avéré nécessaire et être d'ailleurs la clé de succès du projet. Le budget a également été adapté. Si le réemploi des matériaux récupérés sur site s'est avéré moins cher que prévu, la réutilisation des matériaux provenant de l'extérieur du chantier s'est avérée dans l'ensemble plus chère que pour de nouveaux matériaux. Le travail sur site a également été adapté. Au lieu de travailler avec des lasers, par exemple, les travailleurs ont dû s'habituer au travail à la main. Dans l'ensemble, la collaboration fructueuse entre les différents acteurs et une bonne préparation en amont a permis de faire du projet un succès. Elle a également permis que l'entrepreneur et les architectes développent de nouveaux savoirs et ils sont repartis avec une motivation décuplée. Pour conclure, si la circularité est prise en compte lors du processus de conception et que certains choix sont effectués en ce sens, les bâtiments et les éléments constructifs sont susceptibles de conserver leur valeur plus longtemps. Comme ces choix ont un impact sur la mise en œuvre, il est essentiel d'acquérir au cours des prochaines années un maximum de connaissances pratiques et de les diffuser sur l'ensemble du secteur, afin que ces pratiques puissent être plus largement partagées par les différents acteurs. Pour plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez consulter l'article qui lui est dédié dans le dernier CSTC Contact. Vous pouvez également consulter le site ProRemat pour d'autres solutions circulaires. De nombreuses autres sources, bases de données, sites web existent et peuvent être consultées en ligne. On peut citer notamment CircuBuild, Doeners in Vlaanderen ou bien les recherches de la VUB sur le circular design dans le cadre du projet BBSM. Différents services sont également à votre disposition, comme le service CETEC, qui est un service de guidance technologique pour la construction durable en région de Bruxelles-Capitale, ou notre antenne Norme. Pour un aperçu des projets de recherche du CSTC, n'hésitez pas à consulter notre site internet cstc.be. Merci beaucoup de votre attention.